Bonjour, je voudrais vous présenter une conférence intitulée Les douleurs neuropathiques diabétiques. On estime que la neuropathie est la complication la plus fréquente du diabète. Sa prévalence diffère beaucoup selon les études. Elle peut varier de 8% jusqu'à 60% selon les études. On estime que 7% des patients présentent une neuropathie symptomatique déjà au moment du diagnostic du diabète et que 50% la développent après 25 ans de maladie. La neuropathie diabétique est d'origine multifactorielle. Elle implique des facteurs métaboliques, vasculaires, génétiques, environnementaux et nutritionnels. Les principaux facteurs de risque contributifs sont l'âge, la durée du diabète et le déséquilibre glycémique. L'atteinte nerveuse résulte surtout de l'exposition à des concentrations élevées de glucose, ce qu'on appelle la glucotoxicité. Cette glucotoxicité active la glycation non enzymatique des protéines et s'accompagne d'une activation du stress oxydatif. L'obésité et l'insulinorésistance ainsi que l'état nutritionnel semblent aussi jouer un rôle physiopathologique dans la neuropathie diabétique. Les facteurs vasculaires impliquent des altérations de la microcirculation avec réduction des flux sanguins et une augmentation de la perméabilité capillaire, ce qui favorise l'œdème de l'endonèvre. Sur le plan clinique, on distingue deux types de symptômes par lesquels s'exprime la neuropathie diabétique périphérique. Les symptômes positifs, c'est-à-dire les symptômes qui apparaissent, et les symptômes négatifs, c'est-à-dire par disparition d'une fonction nerveuse déjà existante. Commençons par les symptômes sensitifs positifs. D'abord, les paresthésies. Elles surviennent de façon spontanée. Ce sont des sensations de picotement, de fourmillement ou de sensations thermiques. Les désisthésies sont les mêmes sensations que les paresthésies, mais elles sont provoquées par des stimulations. Par exemple, une intolérance au contact des draps, c'est-à-dire des petits stimuli qui provoquent des paresthésies. Les troubles sensitifs objectifs distaux, ce sont des sensations d'engourdissement, des impressions de pieds morts ou de marcher sur du coton. Un autre signe très important qui est le symptôme, ce sont les douleurs. Elles sont décrites par les patients comme des brûlures, c'est-à-dire des équivalents de douleurs, notamment les brûlures, les sensations de froid douloureux, les décharges électriques, les piqûres au niveau des extrémités. Elles peuvent être continues ou paroxystiques, spontanées ou provoquées par une stimulation nociceptive, c'est-à-dire hyperalgésique, ou non nociceptive, c'est ce qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire la sensation de douleur à des stimuli qui ne sont pas censés donner de douleur. Elle prédomine le plus souvent aux membres inférieurs. Deuxième groupe de symptômes, ce sont les symptômes sensitifs négatifs. Ils regroupent la perte de sensibilité, c'est-à-dire l'hypo ou l'anesthésie. Deuxièmement, l'ataxie sensitive ou les troubles de l'équilibre. Regroupent surtout les troubles de la marche et sont majorés dans l'obscurité. Les symptômes moteurs positifs, ce sont les sensations de crampes qui associent une douleur et une contraction musculaire soudaine. Elles sont involontaires et transitoires, plus ou moins calmées par l'étirement, associées souvent à des fasciculations qui peuvent être observées. Les symptômes moteurs négatifs, d'abord la faiblesse musculaire, elle est de topographie surtout distale, parfois proximale, mais plus rarement. Ce sont des difficultés à la marche sur un sol accidenté, les trébuchements, une instabilité à la marche avec steppage, les entorses ou parfois des chutes à répétition. Deuxième signe, c'est l'amyotrophie. Ce tableau montre les types de sensibilité qu'on doit tester chez un diabétique et les moyens utilisés avec les différentes fibres. À gauche, le schéma montre les points à tester au niveau de la plante des pieds des diabétiques. Ici, on voit un autre moyen
d'évaluation de la douleur, c'est l'échelle visuelle analogique. C'est un moyen qui est subjectif. Alors c'est une réglette qui est graduée de 0 à 10. 0 correspond à l'absence de douleur. 10, c'est la douleur maximale imaginable par le patient. Et le patient nous dira à quel point il peut tolérer cette douleur par rapport à 10. 2, par exemple, étant une douleur minime, très tolérable. 9 ou 10, c'est la douleur maximale qu'il peut tolérer, qui est très très gênante. Encore un autre moyen d'évaluation, c'est le questionnaire D1-4, qui est spécifique des douleurs neuropathiques périphériques. C'est un questionnaire qui comporte 4 questions avec 10 réponses. Ces réponses correspondent à des signes de sensibilité. La présence de 4 signes sur 10 signe une neuropathie périphérique. Un autre aspect très important à ne pas négliger, c'est le risque podologique, c'est-à-dire le risque d'évolution d'une simple douleur neuropathique périphérique chez un diabétique à des signes physiques apparents objectifs, notamment au niveau des pieds diabétiques. Ce risque il est classé selon la classification internationale du risque podologique de plaie chez le diabétique, de 0 à 3. 0 étant l'absence de neuropathie. Donc on recommande un examen annuel des pieds. 1, c'est une neuropathie sensitive isolée. On pratique des examens des pieds et des chaussures à chaque consultation avec éducation des patients. 2, étant une neuropathie associée à une artériopathie et ou une déformation. On rajoute une consultation de podologie régulière tous les 2 mois avec avis sur l'indication d'orthèse et de chaussures adaptées. 3 correspond à des antécédents d'ulcération et ou d'amputation. Et là, on doit renforcer les mesures précédemment citées avec surveillance dans un centre spécialisé. Et nous remarquons que à chaque fois qu'on avance dans les stades, le risque d'ulcération à 3 ans augmente jusqu'à atteindre 55%. Les douleurs neuropathiques peuvent donner lieu à des complications, surtout lorsqu'elles sont intenses. Ces douleurs sont parfois associées à une anorexie, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Et ça peut aller jusqu'à un syndrome dépressif et un syndrome de glissement carrément, conduisant à une perte de poids importante, pouvant aboutir à une forme cachectisante. Alors, comment prendre en charge ces patients? Il y a des mesures préventives qui restent toujours le traitement idéal pour les neuropathies diabétiques, c'est-à-dire d'éviter leur apparition. Mais lorsque la neuropathie est déjà installée, l'objectif du traitement est de cibler les mécanismes physiopathologiques et d'essayer de les inverser, ou au moins de les modifier, et de soulager les symptômes de la neuropathie périphérique et ou autonome. De là, nous comprenons qu'il y a 2 types de mesures thérapeutiques, et les mesures préventives et le traitement symptomatique. Nous considérons que le traitement de la neuropathie diabétique est idéalement préventif. Il consiste en l'amélioration du contrôle glycémique, et c'est la base du traitement. Et c'est le moyen le plus efficace pour prévenir la neuropathie diabétique et son aggravation. Mais aussi, il faut améliorer les paramètres métaboliques, notamment le poids et les lipides, qui jouent aussi un rôle non négligeable dans la prévention de cette complication. Les traitements symptomatiques. Ils visent à soulager les douleurs et les manifestations dysautonomiques. D'abord, il y a la prise en charge de la douleur. Commençons par l'équilibre glycémique, qui permet, dans la plupart des cas, de soulager les douleurs récentes, surtout, car c'est un phénomène glucodépendant. Puis les mesures hygiéno-diététiques de vie, respectant
la diététique et les autres mesures accompagnatrices. Troisièmement, les traitements médicamenteux. Concernant le traitement à base de médicaments, nous distinguons 4 principales classes thérapeutiques. D'abord, les antalgiques classiques, usuels, de palier 1, ils sont très peu efficaces. Et les dérivés opiacés peuvent être utilisés essentiellement en traitement complémentaire. Deuxièmement, les antidépresseurs tricycliques, notamment l'amitriptyline et la nortriptyline, qui sont parfois efficaces chez certains patients, et cela indépendamment de leur effet thymique, régulateur de l'humeur. Troisièmement, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et on distingue la principale molécule qui est la Cymbalta, qui est indiquée notamment et exclusivement pour la neuropathie diabétique seulement. Les anti-épileptiques en dernier, le vieux Tegretol, la carbamazepine, peut avoir un effet sur la douleur, mais nous avons de nouvelles molécules qui sont beaucoup plus efficaces avec moins d'effets secondaires. La première, c'est la gabapentine, et la deuxième, c'est la prégabaline. Elles ont une AMM dans les douleurs neuropathiques en général. Elles améliorent les douleurs, donc l'allodynie et les brûlures, et l'hyperesthésie améliorent le sommeil, donc la qualité de vie. Et c'est ça la finalité de la prise en charge des douleurs neuropathiques périphériques du diabétique. Récemment, ont apparu de nouvelles perspectives thérapeutiques qui paraissent prometteuses. Le premier, c'est le peptide C, qui a été testé notamment chez le diabétique de type 1 et qui a donné quelques satisfactions. Deuxièmement, c'est la neurostimulation cérébrale non invasive dans les neuropathies diabétiques. Et c'est une technique qui est en voie de développement et d'expérimentation. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'un bon massage, notamment par la femme du patient, par ses parents, par ses enfants, peut faire aussi bien que les mesures citées auparavant, et ça peut rapprocher la famille et donner un sentiment au patient qu'il est bien entouré. Ces massages ont pour objectif de stimuler la sensibilité et on utilise les laits pour bébé ou des solutions spéciales pour le massage. Et je vous remercie pour votre aimable attention en espérant que ces données puissent être appliquées au profit de nos patients.